Chapitre 13. La lâcheté du professeur Slughorn. Seconde partie. « J'ai rencontré un très grand professeur !» claironnait Bellatrix du haut de ses 15 ans, avec le menton un peu relevé. « Mais je ne peux pas te donner son nom. C'est un homme très secret. »« Tom Elvis Jedusor » répéta-t-il, un peu sonné par la supposition qu'il venait de faire. « Oui, vraiment. Un garçon brillant. Oh, si brillant. J'aurais beaucoup aimé avoir de ses nouvelles. Tu as raison, Régulus. Je ne me renseigne pas assez sur le devenir de mes petits protégés. » Le souffle court, Régulus se retourna, s'approcha du professeur Slughorn d'un pas incertain et lui arracha la photo encadrée qu'il tenait entre les mains. Le professeur Slughorn s'y tenait debout, beaucoup plus jeune, beaucoup moins chauve, entouré d'une demi-douzaine d'élèves. Le plus beau d'entre eux était aussi le plus grand et le plus proche du professeur Slughorn. Il avait des cheveux bruns, bouclés, des pommettes bien dessinées. Il était méconnaissable et pourtant, ce sourire charmeur, ce regard caressant, envoûtant. « C'est lui, » dit Régulus en le désignant. « Bien sûr que c'est lui. Tu crois que je suis déjà sénile au point de confondre mes élèves favoris ?»« C'est Lord Voldemort, » dit Régulus d'une voix plus forte, indifférente à la plaisanterie de Slughorn. Celui-ci sursauta. Il regarda tout autour de lui et ses joues tremblotèrent un peu. « Ciel, Régulus, enfin, as-tu perdu la tête ? Prononcer ce nom à tort et à travers, c'est d'une inconscience. »« Professeur, écoutez-moi, » s'emporta Régulus. « Je le reconnais, je l'ai côtoyé, dois-je vous le rappeler ? Tom Jedusor et Lord Voldemort sont une seule et même personne. Il faut que vous me croyiez. »« Oh, non, Régulus, mon garçon. » Régulus ne prêta aucune attention au désarroi du professeur Slughorn et le prit par l'épaule pour le forcer à l'écouter. « Vous le connaissez bien, n'est-ce pas ?» Le professeur Slughorn ouvrit la bouche, puis la referma. « Dans ce cas, vous pouvez peut-être m'aider, » dit Régulus. « Écoutez, professeur, je dois trouver un moyen de l'arrêter. » Slughorn resta pantelant, sidéré, pendant que Régulus se rasseyait à côté de lui pour lui exposer en détail la manière d'agir et de raisonner de Lord Voldemort. Quand Régulus en vint à lui parler du médaillon que Voldemort semblait avoir dissimulé avec autant de précaution, le teint de Slughorn prit la même teinte que le mur de plâtre qui se trouvait derrière lui. « Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas ?» À nouveau, le silence fit office de réponse. « Il faut que vous m'aidiez, professeur. »« C'est impossible !» bredouilla Slughorn. « Impossible !» Ses doigts tremblants retenaient à peine son verre d'hydromel, qui menaçait de se renverser à tout moment sur le sol. « Oh, misère !» murmura-t-il encore plus bas. « Qu'ai-je fait, Régulus ? Qu'ai-je fait ?»« Expliquez-moi, » ordonna fermement Régulus. « Il faut que vous m'aidiez, professeur, pour Bellatrix et pour tous les autres. »« Pour tous les autres », chevrota Slughorn d'une toute petite voix. Régulus faisait tout son possible pour ne pas perdre son calme. Avec son menton tremblotant, ses yeux larmoyants, son énorme moustache grisonnante et son pyjama à boutons dorés, Slughorn ne lui avait jamais paru aussi méprisable. Que l'issue de la guerre soit entre les mains de cet homme-là rendait Régulus fou de rage. « Il faut l'arrêter, » dit encore Régulus. « Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Je sais que vous êtes du bon côté. Expliquez-moi, je vous en prie. » La flatterie et la supplication eurent finalement l'effet escompté. Sans crier gare, Slughorn se leva et marcha droit vers la bibliothèque. Là, il retira des étagères plusieurs livres soigneusement choisis et les posa sur une petite table. « Celui-là et... Voyons, oui, celui-là en dernier. » Régulus le regardait faire, parfaitement immobile et silencieux, de peur de briser l'élan si laborieusement obtenu. Quand Slughorn eut retiré une demi-douzaine de livres, il se tint face à la bibliothèque et attendit. « Et voilà, » souffla-t-il. Régulus fronça les sourcils et se leva pour s'approcher à son tour de la bibliothèque. Aux emplacements libérés par les grimoires que Slughorn avait retirés, le vide s'était mis à miroiter. Des inscriptions verticales apparurent, flottant dans les interstices obscurs, puis du cuir usé surgit de nulle part combla le vide laissé entre les grimoires. Des tranches de livres se matérialisèrent alors, plus vieilles et plus épaisses que les autres, portant des inscriptions difficilement déchiffrables, des runes. Slughorn tendit la main vers un énorme grimoire qui venait d'apparaître et l'extirpa de la bibliothèque.
Des ouvrages très sombres, très rares et très anciens. Je les ai étudiés par simple curiosité, mais je préférais qu'ils ne soient pas visibles dans ma bibliothèque, tu comprends. Grâce à l'influence de son père et au cours d'études des runes qu'il avait suivies à Poudlard, Régulus savait parfaitement déchiffrer ces écritures anciennes et mystérieuses. En l'occurrence, il devina immédiatement que l'ouvrage que lui tendait Slughorn parlait de magie noire. Le premier symbole, très obscur, représentait le mal. Le deuxième, plus détaillé et plus grand, la puissance. Et le troisième, finement gravé sur le cuir, représentait le savoir. Au-dessous, une enluminure représentait un sorcier au profil grec et à la musculature puissante, armé d'un spectre, enveloppé par un gigantesque serpent au regard cruel. Herpo l'infâme? Slughorn abandonna furtivement son expression catastrophée pour grimacer un pâle sourire. « Je ne t'ai pas sous-estimé, mon garçon, » dit-il avec une pointe de regret. « Tu es bel et bien le sorcier le plus intelligent de ta génération. » Régulus haussa les épaules. Il n'avait aucun mérite. Son père lui avait parlé maintes et maintes fois de ce sorcier antique et légendaire qui avait découvert le moyen de mettre au monde un serpent gigantesque, doté de pouvoirs maléfiques et capable de tuer n'importe qui d'un simple regard. Régulus ne gardait pas un très bon souvenir de ces conversations. À chaque fois, il lui semblait que son père lui reprochait, dès sa plus tendre enfance, de ne pas être déjà aussi puissant que le célèbre mage noir. « Il s'agit des notes personnelles du dit Herpo, » dit Slughorn. « Un ouvrage extrêmement convoité. Un de mes anciens élèves, un briseur de sorts très renommé, a effectué de nombreuses expéditions en Grèce et m'a ramené cet ouvrage après l'une de ses fouilles dans la région où vivait Herpo. Il était exposé dans un temple moldu depuis une époque bien antérieure au Code international du secret magique. Je rechignais à le conserver ici, mais j'ai pensé que cela éviterait qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. » À nouveau, Slughorn se perdit dans ses pensées. « Est-ce que Tom Jedusor a vu ce livre » demanda Régulus. Slughorn baissa les yeux et déglutit avec difficulté. « Asseyons-nous, » dit-il à mi-voix. Il posa une main sur l'épaule de Régulus et ils se rasseyèrent sur les deux fauteuils qui étaient proches du feu. « Il faut que tu saches, Régulus, que je n'ai jamais encouragé Tom Jedusor à faire tout ce qu'il a fait. » « Je le sais, professeur, je vous crois. » Slughorn eut une petite grimace qui ressemblait à une expression de reconnaissance. « Tom s'intéressait à beaucoup de choses. Tout comme moi, et tout comme toi d'ailleurs, il était d'une curiosité insatiable. Et il était si poli, si gentil. Je ne croyais pas une seconde, je ne pensais pas qu'il puisse utiliser tout ce savoir que je lui délivrais à mauvais escient. »« Je vous crois, professeur, » répéta Régulus. « Continuez. » Slughorn ouvrit le grimoire et le feuilleta avec une maladresse exagérée. Régulus le soupçonnait de vouloir retarder à tout prix le moment où il lui révélerait la nature du médaillon de Voldemort. Enfin, d'une main tremblante, Slughorn ouvrit plus franchement le grimoire qui dégagea un petit nuage de poussière et désigna un symbole au milieu d'une page parcheminée et craquelée par le temps. Penché sur le grimoire, Régulus fronça les sourcils, envahi par un certain malaise. Le dessin représentait un sablier horizontal, brisé en deux, dont les deux moitiés contenaient une matière difficilement identifiable. Bien que le dessin fût immobile, Régulus avait la nette impression que le contenu du sablier brisé en deux grouillait, bouillonnait avec fureur sur la page de parchemin. C'était un sentiment inexplicable, comme si le dessin enflait, envahissait l'espace autour du grimoire et menaçait de s'emparer de Régulus à tel point qu'il dut détourner les yeux pour s'extraire de sa contemplation. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il avec inquiétude. « C'est... » Le teint de Slughorn avait pris une teinte verdâtre. Vomir son dernier repas semblait lui être préférable à la prononciation du mot fatidique. « Un Horcrux, » acheva-t-il finalement. Il avait parlé si bas que Régulus doutait d'avoir bien entendu, mais renonça à lui faire répéter le mot. « Il s'agit de quelque chose de si horrible que c'en est difficilement imaginable, » expliqua Slughorn. « Le procédé le plus maléfique de l'histoire de la magie, sans aucun doute. Il s'agit de rompre les arcanes du temps, de braver ce que notre propre nature a de plus humain. »
de défier la mort elle-même en l'utilisant à sa propre encontre. » Régulus fut parcouru d'un léger frisson. L'idée de puissance et de prouesse légendaire avait toujours le même effet sur lui, une envie mêlée de fascination dont il avait parfois honte. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'en d'autres circonstances, grâce au talent magique et à l'intelligence dont il était pourvu, il aurait pu, lui aussi, accomplir de tels exploits, inspirer la crainte et forcer l'admiration, entrer dans l'histoire de la magie et devenir le sorcier le plus éminent de la lignée des Blacks. Un Horcrux est un objet qui contient un fragment d'âme humaine, résuma Slughorn. Pour en posséder un, le sorcier doit séparer lui-même son âme en deux et en cacher une partie dans un objet choisi. Et ainsi, il peut devenir immortel, car même si son corps subit une blessure fatale, une partie de son âme reste solidement ancrée dans le monde des vivants. Oh, bien sûr, personne ne voudrait vivre dans cet état informe, asservi à un objet inerte. Un état pire que la mort, à bien des égards. Régulus buvait les paroles du professeur Slughorn, captivé. Ainsi, certains sorciers avaient accompli quelque chose que personne avant eux n'avait osé imaginer. Ils avaient défié les lois du réel, les limites de la matière et du vivant, pour accéder à l'immortalité. Et malgré la haine qu'il ressentait pour Lord Voldemort, il ne put s'empêcher d'admirer la prouesse dont parlait le professeur Slughorn. Comment est-ce possible, professeur? Comment peut-on séparer son âme en deux? Eh bien, au moment où le sorcier ôte la vie d'autrui, son âme se retrouve fragilisée par cet acte d'une cruauté inouïe. Son équilibre est menacé, à tel point que certains en perdent la raison. Mais d'autres peuvent profiter de cet état instable pour en dissoudre l'intégrité. Ils se délestent ainsi d'une partie de leur âme, et cette dernière, ainsi fragmentée, devient plus obscure encore, à peine humaine. Plus que puissant et habile, pour accomplir une telle chose, il faut donc être effroyablement cruel, éprouver un mépris absolu pour la vie, être indifférent à toute humanité. Régulus hocha la tête, fasciné. La puissance avait donc un prix, celui de la cruauté, de la domination, de la malfaisance pure, et Régulus ne se reconnaissait dans aucun de ces attributs. C'était sans doute ce qui le distinguait des sorciers qui s'étaient aventurés dans les tréfonds de la magie noire. Malgré son ambition et sa quête désespérée de reconnaissance, il possédait une profonde sensibilité dont beaucoup s'étaient moqués et qui l'avait indéniablement rendu vulnérable, mais qui l'avait également préservé des tentations les plus obscures et permis de voir le vrai visage de Lord Voldemort. Et cet objet choisi pour servir d'Horcrux, reste-t-il relié à son possesseur? Oui, confirma Slughorn. Oh, bien sûr, ce lien est extrêmement ténu et se fragilise avec le temps. Mais il est toujours possible de relier les deux fragments d'âme et de les réassembler. Comment? Régulus ne lui laissait aucun répit, bien décidé à extraire le savoir du professeur Slughorn jusqu'à la dernière goutte. Par un procédé hautement improbable, disons-le. Il faut que le mage noir éprouve du remords à propos des crimes qu'il a commis, qu'il prenne la mesure de toute leur horreur. Mais il faut, pour cela, retrouver un semblant d'humanité, chose pratiquement impossible quand on arrive à ce stade de noirceur et de cruauté. Régulus hocha la tête. En effet, baser ses espérances sur l'hypothèse que Voldemort regrette ses crimes revenait à compter sur le professeur Slughorn pour l'affronter en duel ou à imaginer que Sirius puisse se réconcilier avec lui. Autant de choses strictement impossibles. Narcissa. Ma cousine Narcissa arrive à le sentir, dit Régulus. Quand elle s'approchait de cet objet, lorsqu'il était caché chez elle, elle se sentait extrêmement mal. Slughorn secoua la tête. Alors il a vraiment réussi. Quelle misère, Régulus, quelle misère. Son regard dériva vers les flammes qui dansaient dans l'âtre de la cheminée. Si tu touches un Horcrux, tu sentiras toi-même quelque chose d'anormal, expliqua-t-il. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir un, mais un fragment d'âme détaché de son enveloppe corporelle est la chose la plus obscure et la plus inhumaine qui soit. Mais professeur, Narcissa ne l'a pas touché. Elle n'est même pas entrée dans la pièce où le médaillon se trouvait. Elle s'est seulement approchée de la porte.
et elle se sentait si mal qu'elle s'est évanouie. Ah, vraiment? En effet, c'est étrange. Et était-elle déjà indisposée par d'autres objets relatifs à la magie noire? Slughorn semblait avoir une idée précise de ce qui affectait Narcissa. Oui, absolument, répondit Régulus étonné. Quand nous étions petits, au Square Grimoire, elle détestait s'approcher des amulettes que mon père possédait. Elle disait qu'elle se sentait triste et en colère quand elle se trouvait proche de nos étagères. Professeur, vous savez de quoi il s'agit? Slughorn hocha la tête. Régulus, il faut que tu imagines les forces obscures comme quelque chose de contagieux, d'envahissant, de tentaculaire. Si on les laisse en liberté, elles s'insèrent dans la moindre faille, le moindre interstice. C'est pour cela que ceux qui les convoquent doivent absolument les contenir dans des êtres vivants, des objets matériels ou bien dans des pentacles, au risque de les voir se retourner contre eux. C'est pourquoi les quelques objets empreints de magie noire que nous pouvons croiser au quotidien ne dégagent aucune aura particulière. Les maléfices qu'ils contiennent y sont soigneusement enfermés, destinés à ne servir que contre une cible bien particulière. En revanche, certaines personnes restent sensibles aux résidus de ces auras, aux ondes les plus faibles, imperceptibles par le commun des sorciers. Mais pourquoi Narcissa plus que ses sœurs, ou plus que moi, par exemple? Eh bien, on ne connaît pas bien les mécanismes de cette sensibilité exacerbée. On sait simplement que la magie noire est à la fois particulièrement agressive envers ce qui peut la vaincre et particulièrement friande de ce qu'elle peut envahir. On a pu observer que souvent, les personnes qui sont sensibles à la présence de forces obscures sont, d'une part, nées d'un amour extrêmement puissant et capables d'un amour tout aussi puissant, et d'autre part, extrêmement perméables aux émotions de ceux qu'ils côtoient, très influençables par ce qui les entoure. C'est curieux, remarqua Régulus. Né d'un amour extrêmement puissant, vous dites? Mon oncle et ma tante ne s'aimaient pas vraiment, et mes deux autres cousines n'ont jamais eu ce problème. Slughorn haussa les épaules. Cela ne vient peut-être pas de ses parents dans ce cas. Y a-t-il d'autres personnes qui ont pu lui témoigner cet amour-là? Régulus réfléchit un instant. C'est vrai que sa marraine l'aime quasiment autant que ses propres enfants, et sa mère et ses sœurs l'aimaient toutes énormément. Slughorn acquiesça, pensif. Eh bien, si j'avais su que Narcissa possédait un tel don, elle qui n'avait pas la moindre facilité en potions, je l'aurais peut-être mieux considérée. Professeur. Régulus l'observa avec sévérité, et Slughorn se reprit penaud. Quoi qu'il en soit, Narcissa ne doit révéler ce don à personne. À personne, Régulus, tu m'entends? Il ne fait pas bon d'être un détecteur d'Horcrux ambulant par les temps qui courent. Régulus hocha la tête avec conviction. Face à lui, Slughorn s'était affaissé dans son fauteuil. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Un Horcrux, répéta-t-il hébété. Tom, un si gentil garçon. Voilà ce qu'il est devenu. Je n'en reviens pas. Et si c'est vrai, s'il a réussi, alors nous sommes déjà perdus. Peut-être pas, répliqua vivement Régulus. Il existe forcément un moyen. Cet Horcrux, il peut être détruit, n'est-ce pas? Il est probablement pourvu de sortilèges de protection extrêmement puissants, tempéra Slughorn. Mais en effet, il peut être détruit. Cependant, même s'il redevenait mortel, un tel sorcier, d'une telle puissance... Il secoua la tête, abattu. Comment Herpo a-t-il été vaincu? Insista Régulus. Quelle arme a été utilisée contre un mal aussi absolu? Slughorn eut un demi-sourire, et du bout de son index, il désigna une suite de runes, inscrites sur le parchemin par une autre main que celle d'Herpo l'infâme. Régulus les observa avec attention. Elles étaient bien différentes de toutes celles qui étaient tracées par Herpo. Lorsqu'il les contemplait, Régulus se sentait grandir, il sentait sa volonté se ranimer. Et il comprit ce que ces runes exprimaient. De l'espoir. C'est Astakis le Bon qui a noté ceci après avoir vaincu Herpo par une mystérieuse manœuvre. À cette noirceur d'une puissance indicible, opposée une clarté d'une puissance comparable, lut Slughorn. Seul un sentiment suffisamment pur
a le pouvoir d'y faire barrage. Un sentiment suffisamment pur. L'amour, Régulus, le sacrifice. Tout comme tu sais qui s'est aventuré aux confins de la noirceur, il est possible d'explorer les formes extrêmes de courage, de générosité et de sagesse. Et même si ce chemin-là est, à bien des égards, beaucoup plus difficile à arpenter, même si la puissance qu'il permet d'atteindre prend des formes inattendues, il s'agit de la forme de magie la plus puissante et la plus précieuse qui soit, celle qui est au commencement de tout, qui a permis la naissance et le développement des premiers hommes, et qui a permis à Astakis de vaincre Herpo. Mais comment? Quelle formule a-t-il utilisée? Slughorn sourit attendri. Cette magie-là ne s'apprend pas dans les grimoires, Régulus. Et même si cela ne va pas te plaire, il semblerait que les moldus puissent la maîtriser. Vous plaisantez? Ai-je l'air d'humeur à plaisanter? En réalité, certains pensent qu'Astakis le Bon lui-même était un moldu. Personne ne sait si c'est lui qui a détruit l'Horcrux de son ennemi, mais c'est bien lui qui a porté le coup fatal à Herpo et l'a fait disparaître. Régulus hocha la tête, perplexe, écrasé par l'immensité de la tâche à accomplir pour vaincre Lord Voldemort. Il était seul, sans aucune aide, car le professeur Slughorn, avachi dans son fauteuil, ne pouvait être considéré comme une aide acceptable. Avec un tel secret en sa possession, il ne pouvait avoir confiance en personne, pas même en sa propre famille. Son père pourrait prendre peur et agir de façon irréfléchie comme il avait l'habitude de le faire, mettant en péril toute entreprise destinée à vaincre Lord Voldemort. Il fallait être prudent, très prudent, car le moindre faux pas risquait de tout anéantir. « Il faut prévenir Dumbledore », décida soudain Régulus dans un sursaut de lucidité. « Il faut absolument que vous lui expliquiez tout ça. » Mais Slughorn secoua résolument la tête. « Impossible, c'est impossible, Régulus. Enfin, que penserait-il de moi? Il saurait que tout est ma faute. Il me renverrait de Poudlard sans aucun doute, et plus personne ne songerait à me côtoyer. » Régulus dut fournir un effort surhumain pour ne pas se mettre en colère. « Vous êtes le seul à le pouvoir. Je ne sais pas où il est, et tu penses que j'aurai davantage de facilité à le joindre? Dumbledore n'interagit qu'avec un nombre d'interlocuteurs extrêmement restreint. Il est recherché par des dizaines de tueurs sanguinaires. Il ne prendra certainement pas la peine de me rendre visite. Et même à la rentrée à Poudlard, on dit qu'il ne sera peut-être pas présent. Non, vraiment, Régulus, je ne vais certainement pas pouvoir t'aider. Il va falloir que tu le recherches par toi-même. Professeur, je suis un mange-mort. Il n'aura jamais confiance en moi, tandis que vous, il vous écoutera, j'en suis sûre. Le professeur Slughorn tressaillit, et soudain le ton de sa voix devint extrêmement froid. « Exactement. Tu es un mange-mort, dit-il. Peut-être même un dangereux criminel, que sais-je. Et pourtant je t'ai accueilli sous mon toit. J'ai bu une boisson que tu aurais pu empoisonner. Je t'ai livré des informations qui pourraient me faire assassiner sur le champ. Tu es d'ailleurs peut-être en train de me tendre un piège, ou bien peut-être cherches-tu des informations pour créer toi-même un Horcrux. Après tout ce que j'ai appris ce soir, je dois dire que je ne sais plus qui croire. » Slughorn l'observait anxieusement. Visiblement, sa peur avait pris le dessus sur tout le reste. « J'ai déjà commis assez d'imprudence comme cela, » décréta-t-il en se levant. « Je suis un vieil homme fatigué. Ma contribution s'arrête là. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît. »« Professeur, vous ne pouvez pas. Je t'ai demandé de partir, Régulus. Cette discussion est close. » Régulus en resta sans voix. Personne, sans doute, n'avait jamais été si proche de vaincre Lord Voldemort. Et pourtant, voilà que leur quête était mise à mal avant même d'être initiée, simplement parce que le professeur Slughorn refusait de lui faire pleinement confiance. C'était à en pleurer de rage. Un peu sonné, il sentit Slughorn le pousser vers la cheminée et lui mettre dans la main une poignée de poudre de cheminette. « Je vais récupérer ce médaillon, professeur, » déclara Régulus. « Je vais le détruire. » Mais Slughorn ne l'écoutait plus. Régulus soupira, se plia en deux pour entrer dans la cheminée, et disparut dans une grande explosion verte.